Bien, alors cet après-midi, nous allons reprendre en faisant une petite pause dans notre parcours historique. Les deux premières communications seront plus spéculatives et nous reprendrons notre parcours médiéval en deuxième partie d'après-midi. Alors je vais tout de suite donner la parole à notre premier orateur, l'heure la plus ingrate. Je vous prierai d'être indulgent pour lui, de prier pour qu'il ne s'endorme pas à la lecture de son texte, le frère Thierry Dominique Imbrecht, de la province de Toulouse, auteur d'un nombre innombrable de thèses, je ne sais pas si c'est 3 ou 4, en tout cas sa première thèse très historique sur théologie négative et non divin, parue chez Vrin en 2006, et la toute dernière thèse d'habilitation à diriger la recherche à l'École pratique des hautes études, publiée chez Parole et Silence, Saint Thomas d'Aquin, Dieu et la métaphysique. Frère Thierry Dominique est depuis de longues années professeur de philosophie au Studium, couvent d'études de notre province de Toulouse à Bordeaux. Il est aussi surtout professeur à la faculté de philosophie de cette maison, et professeur également à l'Institut Saint Thomas d'Aquin, auteur de très nombreux ouvrages et apparaître prochainement chez Vrin une introduction à la métaphysique de Thomas d'Aquin. J'ajouterai aussi que le frère Thierry Dominique est une des chevilles ouvrières de la revalorisation, de la réédition et de ce nouveau modèle de toute l'œuvre d'Étienne Gilson, dont il est un des plus fervents disciples de notre époque. Frère Thierry Dominique, je te laisse la parole. Merci, frère Henri. Les thomismes entre modélisation et stratégie. Plusieurs essais ont été consacrés à distinguer les thomismes. Tous sont éclairants, pourtant ils posent 3 problèmes. 1. Ces essais ne se superposent qu'en partie. 2. Ils trahissent une évolution. 3. Ils relèvent d'une analyse internaliste, celle des thomismes présentés par eux-mêmes. Il faudrait aussi considérer une analyse externaliste venue de ceux qui ne sont pas thomistes, voire antithomistes, afin de mieux saisir à la fois ce que les thomismes sont et la façon dont ils sont perçus. Retenons 3 parties. La première, les modélisations les plus significatives. La deuxième, leur stratégie, c'est-à-dire les organisations de concepts. La troisième, enfin, les conditions de possibilité du thomisme à toutes fins utiles. Plutôt que d'identifier les courants ou les personnes, il s'agit surtout d'interroger les théories et les pratiques. Laissons la première parole à l'un des acteurs les plus emblématiques, les plus admirés, non moins que les plus controversés du thomisme, le père Marie-Dominique Chenu, dans son manifeste de 1937, une école de théologie, le Sauchoir. Il y parle des dominicains du couvent du Sauchoir, alors le studium de la province de France, ou plutôt de l'idéal qu'il s'en fait. Le frère Henri Donneau a montré combien sa réalité d'alors, au contraire, était multiple, je vais y revenir. Mais enfin, voici ce que Chenu en dit. Nous sommes thomistes par raison, nous dirions même par nature, nés en saint Thomas de par vocation dominicaine. Les dominicains thomistes par raison et par nature, tombés dans la marmite du thomisme quand ils étaient petits, voilà qui suffirait à en enchanter certains et à en irriter d'autres, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'ordre des prêcheurs. Première partie, les modélisations. La première est celle de 2 philosophes polonais, Jerzy Kalinowski et Stefan Swieczawski, en 1965. Ils distinguent 3 tendances. 1. Celle des universités pontificales romaines qui se veut fidèle à la tradition, ils l'appellent traditionnaliste. Fidèle à l'école, à Cachetan, mais loin de saint Thomas. 2. À l'opposé, un néo-thomisme fidèle à l'homme moderne, créatif d'intention, mais qui ne distingue pas toujours l'ancien et le neuf. 3. Entre les deux, attaché au réel autant qu'à l'histoire, un thomisme existentiel représenté par Maritain et Gilson. Ajoutons que leur perspective est surtout philosophique. La deuxième modélisation est celle de Ralph McInerney, dont l'original semble être de 88, voire de 77, je n'ai pas réussi à vérifier. Lui aussi distingue 3 sortes de thomisme, toujours philosophiques. 1. Le thomisme transcendantal, dans la lignée du père Joseph Maréchal,
donc de Kant, avec pour successeurs en théologie Karl Rahner et Bernard Lonergan, tous jésuites. Ce thomisme-là semble s'être éteint. 2. Le thomisme existentiel avec Gilson et cette fois Cornelio Fabro, malgré leurs différences, pour leurs recherches sur l'essence et l'existence, perspective métaphysique qu'il qualifie d'indépendante d'une philosophie de la nature. 3. Le thomisme aristotélicien, McInerney s'engage vigoureusement pour celui-ci, ainsi que son œuvre l'atteste, structuré selon un néo-aristotélisme cajetanien, par exemple dans ses ouvrages sur l'analogie, malgré un certain recul dans le troisième d'entre eux. La troisième modélisation est celle du frère Serge Thomas Bonino en 2003. Il consigne 3 types de thomisme d'inspiration fondamentaliste, vivant. Le thomisme d'inspiration, qui se réclame de l'esprit en négligeant la lettre, est de refaire aujourd'hui ce que saint Thomas est censé avoir fait au XIIIe siècle, exprimer la foi chrétienne dans les catégories culturelles de son époque. Ce thomisme-là relève d'une période où la référence à saint Thomas est obligatoire, ce qui oblige surtout à trouver les moyens de la contourner. Il encourt le risque d'un rapport extrinsèque à saint Thomas. Le thomisme fondamentaliste se reconnaît aisément à son allergie viscérale pour l'approche historique de l'œuvre thomasienne, avec au contraire une théologie et même une philosophie déterminée d'en haut, à l'instar d'un Coran intemporel garanti par la sanction magistérielle. Il y a beaucoup de citations dans ce que je vous dis. Le thomisme vivant, enfin, préféré par l'auteur, prend au sérieux la dimension historique, non pas de la vérité, certes, mais de l'exercice de la pensée. Il plaide à ce titre pour vérifier dans un second temps la puissance intégratrice des principes constitutifs du thomisme. Dans un second article du même recueil, Bonino développe une idée qui lui est chère, celle de tradition thomiste, qu'il entend ainsi. Thomas ne saurait se recevoir en dehors d'une tradition de pensée. Il reprend en cela à Maritain l'idée de l'organisme vivant qui se développe. Selon Bonino, l'appel à une tradition doit toutefois comporter 2 éléments. 1. La nécessité de soumettre les grands commentateurs thomistes à une étude préalable de critique historique et non pas la permission de se passer d'elle. 2. Le fait que tel commentateur a pu être thomiste en général, mais s'être écarté de Thomas sur quelques points. Voici une citation plus longue. Le thomisme de saint Thomas est un tout complexe, articulé, qui comprend des thèses relativement indépendantes les unes des autres, de sorte que la défaillance d'un commentateur dans un domaine déterminé n'entraîne pas ipso facto la disqualification de l'ensemble de son œuvre. Par conséquent, il peut y avoir des thomistes boiteux ou affligés d'un horrible goitre scotiste qui n'en mérite pas moins le nom de thomisme. Bref, le thomisme est une réalité analogique. La 4e modélisation est celle rapportée par notre frère Henri à propos, comme annoncé, des courants simultanés du Sauchoir dans la première moitié du XXe siècle, avant, pendant et après Chenu. Ils sont 4. 1. Un thomisme de classique observance, spéculatif, référé au scolastique baroque et rétif à l'histoire. Gardeil, Garrigou-Lagrange, Héris, Thomas et Marie-Dominique Philippe, Guérard des Lauriers. 2. Historico-doctrinal, ouvert aux paramètres historiques, mais dans un cadre thomiste, Chenu, Dondenne, Tonneau, etc. 3. Critique, c'est-à-dire un thomisme en dialogue avec la modernité, Roland Gosselin, Geiger, Dominique Dubarle. 4. De dépassement de soi, un thomisme de sortie de route, la jeune génération des années 50. Permettez-moi de vous renvoyer à la lecture passionnante de tous ces essais. 5. Complément. Le Sauchoir fut-il le microcosme de tous les thomismes possibles? Oui et non. Tout autant, dans la lignée de Léon XIII et d'Eterni Patris, 1879, le thomisme de Louvain fut la matrice de bien des thomismes d'hier ou d'aujourd'hui. Primauté de la philosophie en débat avec la science moderne et surtout, philosophie séparée par rapport à la théologie, ce qui autorise, contre Gilson, à la reconstruire.
Fernand van Steenbergen et son disciple américain John Whipple. 2. Le thomisme allemand de la même période relevait d'une néoscolastique essentialiste qui devait beaucoup à l'héritage de Suarez et de Wolff, Pchivara, et contre laquelle se dressèrent le protestant Karl Barth et le provisoirement catholique Martin Heidegger. À l'encontre de ce dernier, Gustav Sievert a tenté sur lettre une démarche voisine de celle de Gilson. 3. Le thomisme toulousain des années de Saint-Maximin se réclamait plutôt du courant spéculatif, le premier Labourdette. La transition avec sa propre jeune génération des années 50, ouverte aux paramètres historiques, s'est mal faite. Ou trop tard, crise des lecteurs de 1954, départ du Père Montagne au Sauchoir, que le frère Henri place même en thomisme critique, avec en outre le souvenir du dialogue théologique manqué avec les jésuites de Fourvière, alors que les deux partis présentaient leur part de vérité. Toutes choses qui président à diverses stratégies intellectuelles. Deuxième partie, les stratégies. Le problème de saint Thomas est qu'il cumule une double autorité, celle de sa pensée et celle de sa fonction. Sa position doublement iconique lui joue des tours entre préférence intellectuelle, soumission apparente, caractère totalisant ou bien au contraire devenu régional et diverses postures de prise de distance. Le thomisme rétabli sous l'égide d'Aeterni Patris restitue Thomas dans ses prérogatives, tant en philosophie qu'en théologie, avec toutefois une insistance sur la philosophie. Se mêlent autorité papale, magistère intellectuel et discipline ecclésiastique, souvent pour le meilleur et parfois pour le pire. Ce thomisme porte les fruits de plusieurs générations de défricheurs, il suscite des écoles, il forme clercs et laïcs, n'en doutons pas, on lui doit des réalisations prestigieuses, avec dans l'entre-deux-guerres des figures de philosophes laïcs, en plus que de théologiens ecclésiastiques. Hélas, plusieurs crises se sont conjointes, lassitude à l'encontre du style scolastique, contestation de l'orthodoxie catholique autour de la période conciliaire, puis fermeture des grands centres d'études, tout cela précipite le discrédit et la marginalisation du thomisme, y compris chez les dominicains dits thomistes par nature. Tout cela est connu. Plus profondément, deux autres facteurs de crise se sont rejoints pour bouleverser la situation du thomisme. Le premier facteur de crise est la sortie d'une exclusivité thomiste de la théologie. Certes, sous la poussée autonomiste des études bibliques et patristiques, mais surtout au refus de considérer le thomisme comme la matrice d'intégration de toute la théologie. Thomas n'est plus la vérité des pères de l'Église. Ceux-ci doivent être considérés comme des voies parallèles et non plus préparatrices. Thomas n'est plus accepté non plus comme le juge des modernes, tous plus ou moins suspectés de décadence ou de déviance. Le désir de nouveauté se revendique hors de Thomas, et pour cela se dresse contre lui, ou du moins contre ce qu'il représente. Il s'accompagne de bien des confusions entre son rôle d'arbitre, que l'on récuse, et sa prétendue doctrine, qui lui doit si peu, mais beaucoup à Scott ou à Suarez, l'ignorance s'installe. Le second facteur de crise, qui apporte un soutien puissant au premier, est l'introduction du paramètre historique dans l'étude de saint Thomas. Ce paramètre, toutefois, doit aujourd'hui se distribuer selon deux niveaux de définition, historique et historiciste. S'agit-il d'une différence de degré ou bien d'une différence de nature? Si différence de degré, l'histoire dans la doctrine devient l'intégration homogène d'une partie de la vérité, celle des faits et des textes, par la vérité totale. Si différence de nature, l'histoire dissout tout discours de vérité, elle devient de l'historicisme. Cette question est des plus aiguës, il n'est pas certain qu'elle soit réglée. Envisageons ces deux configurations du rôle de l'histoire, elles désignent et séparent de manière exponentielle deux manières de s'occuper de Thomas d'Aquin. La première configuration est celle d'une histoire qui vient au secours de la doctrine.
Elle combat, c'est un fait, la mentalité précédente, marquée par une certaine indifférence, pour ne pas dire une méfiance affichée, vis-à-vis du paramètre historique. Cette méfiance pensait ainsi préserver 3 avantages. 1. La non-distinction de Thomas et de sa tradition au nom d'une continuité homogène et progressive, favorisant ainsi les débats d'école, jusqu'à préférer cette doctrine éternelle aux textes thomasiens eux-mêmes. 2. Une marge de manœuvre spéculative, les concepts n'étant limités par aucun conditionnement d'époque ni d'auteur. 3. En conséquence, une capacité créatrice à la mesure de ce flux. Chaque intervenant ajoute sa part à une œuvre commune, mais où Thomas lui-même, pourtant porté très haut, se noie un peu dans une masse conceptuelle qui ne lui doit plus grand-chose. L'anonymat recouvre alors tout le monde. En interne, on écrivait jadis « Les thomistes disent que », universel d'école, flatteur, mais factice. En externe, on lit aujourd'hui, je ne sais plus où, « Les néo-thomistes de Toulouse et de Fribourg pensent que », version condescendante par regroupement dépersonnalisé. L'histoire qui vient au secours de la doctrine, quant à elle, envisage que Thomas d'Aquin ne se comprend jamais mieux que par lui-même, ses sources et son contexte. Toutes choses qui rendent possible, si besoin, l'étude de la tradition thomiste, mais désormais à partir de Thomas et non plus l'inverse. L'avantage de la méthode historique est alors de dénouer bien des problèmes concernant la pensée de Thomas, puisque c'est par elle que l'on commence, et que d'ordinaire, elle répond à ses propres questions. Elle réduit à presque rien les débats d'école, puisque l'intelligibilité vient du texte lui-même de Thomas. Un exemple, éminent autant que symbolique, qui fit grand bruit en 1946, fut celui de Surnaturel du père Henri de Lubac. C'est après que les ruptures apparaissent. La seconde configuration est celle d'une histoire qui considère Thomas comme un objet d'étude parmi d'autres. Relève de cette situation le thomisme d'inspiration, selon Bonino, ou bien le thomisme du dépassement de soi, selon Donneau, en témoigne Olivier Boulnois. Être fidèle à Thomas, ce n'est pas lorgner sur Thomas, c'est voir avec ses yeux et agir comme il agirait, selon Boulnois toujours, la tâche de l'historien qui est de défaire toute la sédimentation que l'école thomiste a construite est en réalité un travail non de réduction historique, mais au contraire un travail de philosophe. Cette situation est donc ambivalente. Historiciste, désormais, elle n'est pas qu'historique. Elle disqualifie a priori toute continuité du thomisme au nom de la discontinuité des concepts et des doctrines. Mais l'historicisme est une position philosophique et pas seulement historienne. Quant à la philosophie, son appartenance au thomisme, pour toute autre raison qu'une étude historique, historiciste donc, est démasquée et disqualifiée comme une entreprise apologétique. C'est ainsi que Catherine Koenig-Pralon oppose la diversité rebelle des métaphysiques médiévales, expression emblématique depuis Paul Vigneault, passée dans l'ordinaire des médiévistes francophones, à la supposée histoire fleuve de Gilson. Fleuve, parce que des concepts invariants traversent les siècles, histoire, parce qu'elle met en avant Thomas d'Aquin comme le sommet issu d'un progrès et suivi d'un déclin. Cette charge à l'endroit de Gilson présente ceci de paradoxal qu'elle commet un contresens, mais sans s'en apercevoir, à l'encontre du livre de Gilson qui est censé mettre en place une telle téléologie en faveur de saint Thomas, avec montée, sommet, puis déclin, à savoir la philosophie au Moyen-Âge, Payot, 1962. Or, ce livre est le seul où Gilson aborde la question, mais pour dire en conclusion que ça n'est justement pas le cas, ce que Koenig-Pralon n'a pas vu. Ce contresens textuel, pourtant venu d'une étude acérée, est un symptôme de la volonté contemporaine des philosophes médiévistes de sortir du thomisme. Koenig-Pralon prend acte de la discontinuité et du relativisme post-foucaldien, par opposition à la continuité des doctrines dites thomaso-centrées, selon Léon XIII et donc aussi selon Gilson.
Le récit d'Étienne Gilson est téléologique, moniste, déterministe et rationaliste. Koenig Pralon affirme, avec le médiéviste allemand Kurt Flasch, que les revendications d'actualité de la pensée médiévale constituent une pratique de prêtre et non d'historien. En résumé, cette configuration dépeint la volonté universitaire de sortie du thomisme en tant que constitutivement catholique et apologétique, non plus au profit d'une histoire thomaso-centrée, mais, au pluriel, d'histoire polycentrée. Bref, au bénéfice d'un relativisme revendiqué. Toute actualisation est donc impossible, puisqu'elle postule une manipulation historiographique au service d'une référence de vérité. De ce point de vue, si l'universitaire Gilson, fier ou soulagé d'être laïque, est un prêtre, Maritain et son thomisme d'apostolat est au moins un cardinal. La preuve, il a refusé de le devenir. Tout appel au thomisme est donc devenu l'ennemi de la science. Ce qu'il produit est tout juste bon, selon Kurt Flasch, pour des séminaires diocésains. Paradoxe. Naguère, le paramètre historique mis au service de la doctrine au nom de la science, à la façon de Chenu, de Gilson, de Fabreau ou de Montaigne, passait aux yeux de certains thomistes de type spéculatif pour un historicisme infesté de modernisme, d'où la condamnation de Chenu en 1942. Ce thomisme est plutôt identifié aujourd'hui comme catholique romain, doctrinal, inféodé à une stratégie confessante du thomisme, y compris en philosophie, même si celle-ci prétend se construire avec les seuls secours de la raison, la philosophie séparée. Une telle référence est alors identifiée, elle aussi, à une entreprise de prêtres ou de leurs affidés, malgré leur virtuosité en fait de dissimulation. Elle n'est donc pas de la science. Les stratégies, en somme, ne sont pas que méthodologiques, elles sont idéologiques. L'idée historiciste de la science réduit la science au texte, avec un relativisme hors de toute vérité. Question. Les textes, même historiquement étudiés, ne peuvent-ils pas être considérés aussi comme porteurs de vérité? On pourrait arrêter là l'exposé. Certains thomistes, qui se veulent surtout lecteurs de Thomas, le savent actuel, et cela leur suffit. D'autres, non moins rompus à l'analyse des textes, voudraient cependant devenir thomistes à sa suite, transgressant ainsi l'interdit universitaire. Qu'en penser? Troisième partie, les conditions de possibilité. 1. Il demeure possible d'envisager plusieurs façons d'être thomiste. Saint Thomas est un géant aux épaules assez larges pour porter plusieurs nains à la fois. Cependant, si tout est permis, tout n'est pas profitable. 2. Aujourd'hui, il reste plutôt mal vu de se dire thomiste. C'était déjà vrai il y a 50 ans. Gilson a des pages hilarantes à ce sujet dans Le philosophe et la théologie. Dans le milieu philosophique universitaire, ce dédain est l'évidence même, pour les raisons susdites. Dans le milieu ecclésial, c'est, sinon plus subtil, du moins plus feutré, bordé de non-dits, ou bien de dits, mais de non-écrits, entre sympathie de façade et rejet en pratique, ou même parfois en théorie. Évidemment, deux garde-fous empêchent le rejet d'aller trop loin. Primo, les encouragements constants du magistère de l'Église, et aussi sa propre pratique, comme pour ces deux sommets que sont le catéchisme de l'Église catholique ou Fides et Ratio, parfois aussi de façon plus décorative. Secundo, le poids intellectuel de Thomas lui-même, qui oblige désormais à plus de considération à son égard que lors des dernières décennies. Thomas sort grandi de certaines études de philosophes non thomistes qui, eux, sont mieux écoutés. On le redécouvre grâce à eux. Or, le vent qui fait tourner les coqs des clochers montre parfois plus de force que la qualité des arguments. Détail cocasse. Dans bien des colloques de théologie, la mention du thomisme constitue le moment de détente de l'orateur et du public.
sur ce qu'il ne faut plus faire aujourd'hui. Ce rite cruel est comme un rappel du meurtre primitif de Thomas sur les cornes de l'autel du progrès. La vertu sacramentelle de cette liturgie barbare est de fédérer les efforts disparates de la théologie contemporaine. Répandu sur les congressistes, le sang de saint Thomas et des méfaits du thomisme est alors vécu comme un moment d'intense communion. Finalement, Thomas d'Aquin continue à unifier avec ou contre lui. 3. Qu'en est-il du thomisme d'inspiration ? Distinguons deux types inverses d'inspiration. Le thomiste qui dit s'inspirer de saint Thomas, en fait, s'éloigne de lui. Il s'inspire, mais Thomas expire. En revanche, le non-thomiste qui dit s'inspirer de saint Thomas se rapproche de lui. Et c'est un penseur intéressant, peut-être plus en dialogue qu'exégète, mais convaincu. Certains philosophes analytiques s'inscrivent dans cette démarche, comme sans doute naguère le philosophe allemand Joseph Pieper. 4. L'actualisation préside au pouvoir intégrateur et progressif de la tradition thomiste. Gilson croyait en l'actualité éternelle de Thomas, mais moins dans le succès de son actualisation. Qu'en est-il de l'actualisation ? Plusieurs paramètres classiques seraient à soumettre à la critique. Le donné, les principes, l'explicite et l'implicite, la fidélité, l'habitus, les modes. Petit a, le donné. En théologie, il y a un donné. C'est le dépôt de la révélation, de la tradition de l'Église. Il est normatif. Il appelle aussi la considération des plus grands théologiens catholiques. Le thomiste qui traite un sujet se trouve dans une relation triangulaire, le donné, son sujet, et son propre traitement de saint Thomas. En revanche, en philosophie, il n'y a pas de données. De ce point de vue, l'idée moderne d'une philosophia perennis est un mythe historiographique. Elle désigne à l'origine une philosophie qui préside à toutes celles à venir et aux dogmes religieux eux-mêmes. Mais il y a lieu de s'en défier. Avec son édulcoration ecclésiale, il s'agit d'appeler perennis la philosophia du seul Thomas d'Aquin, en tant qu'elle est censée se répercuter à travers les siècles, y compris par anticipation. Mais pour qu'elle soit rendue présentable en tant que commune à tous, il faut avoir dissimulé l'identité thomasienne des thèses. Y a-t-il une métaphysique en soi, ou bien est-ce celle de Thomas d'Aquin ? C'est du Thomas sans Thomas, c'est du Thomas dégriffé. La démarche est un peu honteuse, et d'ailleurs elle ne trompe personne. Petit b, les principes. Le thomisme, nous dit-on, est vivant par développement organique de la doctrine laissée par saint Thomas grâce à la fécondité de ses principes. Rien de mieux. Mais quels sont les principes de Thomas d'Aquin ? En a-t-il donné une liste ? Non. Signale-t-il chacun comme un principe ? Non. Faut-il faire un pas en avant et relever chez Thomas toutes les propositions évidentes qui ressemblent à des principes ? C'est ainsi que le père Léo Elders trouve 500 principes. C'est beaucoup. Et une telle moisson pose des questions. Sont-ils principes tous ces énoncés évidents qui n'ont pas besoin d'être démontrés ? Qui donc en décide ? Et pour quelle utilisation ? À tout le moins, éliminons les principes qui jadis pouvaient être présentés tels, mais qui ne l'étaient pas chez saint Thomas et ne pouvaient pas l'être, pour des raisons de fond. C'est-à-dire, ceux qui relèvent non pas de sa métaphysique, mais bien plutôt de l'ontologie. C'est-à-dire des doctrines pré-idéalistes, rationalistes et essentialistes de Christian Wolff et de Leibniz, principe d'identité, principe de raison suffisante, etc. Une telle bourde historique a eu pour conséquence doctrinale de réduire la métaphysique dite thomiste à un succédané de ces ontologies modernes que par ailleurs et en même temps elle combattait. Mieux vaut, s'il s'agit de sauver la cause des principes de saint Thomas, trouver les intuitions maîtresses, expression de Chenu au sens large d'intuition, ce sont des jugements, ou les principes constitutifs, Bonino. Par exemple, soit l'énoncé déjà entendu ce matin,
La grâce ne détruit pas la nature, mais la perfectionne. Est-ce un principe? Pour Elders, oui. Thomas ne le dit jamais. Bien sûr, aucune démonstration ne l'étaye. Pourtant, tout lecteur de saint Thomas sait combien cet énoncé résume quelque chose d'essentiel dans sa théologie. Sans doute vaudrait-il mieux discerner ce qui, chez Thomas, relève de ses intuitions maîtresses, appelons-les comme on veut, du moment que rien ne peut s'en déduire, comme selon le mode mathématique, mais qui assoit une doctrine vivante. Il y aurait une recherche à conduire sur les principes chez Thomas d'Aquin, les vrais et les faux. C'était le projet, jamais abouti, de la thèse d'habilitation de philosophie du père Montaigne. Cette clarification devient indispensable. En effet, sous la dénomination parfois maladroite de principe, quelque chose de vital se joue et il faut l'entendre. Petit c, l'explicite et l'implicite. Dans la mesure où le thomisme se pense chargé de couvrir le champ de la théologie et de la philosophie qui lui est attenante, deux solutions se présentent. Ou bien les principes permettent de dépasser la doctrine initiale par une doctrine plus intégrative, mais reconnue inédite. Ou bien de déclarer que saint Thomas n'en parle pas explicitement avec l'indispensable pléonasme, mais qu'il est désormais possible d'en parler en son nom. Ce protocole méthodologique appelle un discernement. Tout d'abord, il ne serait guère acceptable de caractériser, pour des questions importantes, la doctrine thomasienne comme une somme d'implicites, faisant ainsi de ces milliers de pages un monument de virtualité. On voit quelle était l'intention de signifier, le fait d'aller plus loin que lui, mais il ne semble pas ajusté de tirer le neuf du vieux, comme si le neuf s'y trouvait déjà sans le savoir, de façon dite implicite, comme si Thomas n'avait pas eu l'intelligence de sa propre doctrine. Petit d, la fidélité. S'agit-il d'être fidèle à saint Thomas? Il y aurait mauvaise grâce à reprocher aux grands commentateurs thomistes leur supposée infidélité, car rien ne nous dit qu'ils ont cherché à être fidèles. Ce critère est peut-être naïvement néoscolastique, postérieur à eux. Une enquête s'imposerait sur leurs intentions, et les universitaires nous invitent à intégrer les paramètres contextuels qui peuvent avoir été déterminants, controverses, enjeux institutionnels, paradigmes scientifiques, etc. Petit e, l'habitus. Le thomisme appelle un faisceau d'énoncés et surtout la détermination d'un habitus, autrement dit une manière de faire de la théologie et de la philosophie. Comment caractériser cet habitus? N'y en a-t-il qu'un seul? Cet habitus gagne à produire ensemble trois constituants, le paramètre historique, le paramètre catholique et le paramètre rationnel. Le paramètre historique appliqué à saint Thomas, comme à tout autre, est un acte théologique ou philosophique et non pas seulement historique, comme on l'a dit. Le paramètre catholique considère les problèmes du point de vue de l'objet à traiter et y soumet l'apport thomiste plutôt que l'inverse, quitte à sortir grandi de cet apport ou bien au contraire à le déborder. Le donné de la foi dicte sa loi. Le sujet traité intègre donc saint Thomas, de même que Thomas le Ier a cherché à faire de la théologie catholique et non à faire briller ses propres principes. En philosophie, ce paramètre catholique est censé ne pas intervenir. Mais faut-il y croire? Le plus rationaliste des chrétiens est toujours adossé à un concile, disait quelqu'un. Le paramètre rationnel restitue les droits de l'argumentation, de préférence à la seule collection des autorités, Thomas compris, au profit de ce que la vérité rationnelle apporte à un certain idéal de science. En outre, le paramètre rationnel intègre ce qu'il y a de vrai dans la théologie symbolique, sans se résoudre à faire d'elle une alternative sous prétexte de mystère. Aucune allégorie n'est sans raison, et le mystère chrétien s'exprime par l'unique langage dont nous disposions. Cela dit, l'histoire de la deuxième scolastique, dite baroque, nous instruit de certains de ces excès commis en fait de rationalisme au nom d'un idéal déséquilibré de scientificité. Il ne faut pas en faire trop non plus.
petit f, les modes. Entendons par là la détermination et l'usage des modes de procédé tels que Thomas est censé les avoir légués. En un sens, nul n'est plus attentif que lui aux diverses méthodes des sciences, et quiconque se fait fort de redéployer les sciences gagne donc à suivre sa théorie et sa pratique. En un autre sens, des questions se posent, notamment à propos des sciences philosophiques, car leurs modes respectifs se définissent en dehors de tout compagnonnage avec la doctrine sacrée, alors que Thomas, lui, ne cesse de les faire interagir. Il faudrait traiter à frais nouveau ces questions. Conclusion. Revenons sur l'horrible goitre scotiste de certains thomistes du passé qui ne les empêchait pas d'être thomistes dans tout le reste de leur corps, selon le diagnostic du docteur Bonino. Médicalement, toutefois, un goitre est-il une maladie localisée ou bien provoque-t-il, et a fortiori manifeste-t-il, un déséquilibre de tout l'organisme? Nous n'avons pas à réécrire le passé, nous avons plutôt à l'expliquer, mais il serait imprudent de le reproduire en tout point. Si la foi catholique est capable de porter plusieurs théologies et aussi de les juger, peut-être faut-il demeurer réservé sur trop d'éclectisme intra-thomiste. En externe, il ne faut pas négliger le fait que le thomisme est considéré dans sa fonction symbolique autant que dans son apport doctrinal. Plus qu'un autre, il doit faire montre de volonté de dialogue avec l'extérieur, alors que l'inverse n'est que rarement honoré et qu'il le sait. Sans doute faut-il se souvenir que l'essentiel réside non pas dans les proclamations, mais dans les œuvres. Les livres de référence s'imposent, ils font taire les murmures et oublier les envieux. Laissons le dernier mot à Gilson. C'est peut-être la seule raison légitime qu'on ait de se dire thomiste. Il faut se sentir heureux de l'être et vouloir partager ce bonheur avec ceux qui sont faits pour lui. On prend conscience de l'avoir le jour où l'on découvre qu'on ne pourra plus vivre désormais sans la compagnie de saint Thomas d'Aquin. De tels hommes se sentent dans la somme de théologie comme des poissons dans la mer. Hors de là, ils sont à sec et n'ont de cesse qu'ils n'y retournent. Un thomiste est un esprit libre. Cette liberté ne consiste assurément pas à n'avoir ni Dieu ni maître, mais plutôt à n'avoir d'autre maître que Dieu qui a franchi de tous les autres. Car Dieu est la seule protection de l'homme contre les tyrannies de l'homme. Je vous remercie. Merci beaucoup, frère Thierry Dominique. Non seulement ton exposé était fort érudit et brillant, mais il était jovial, plein d'entrain, à même de nous empêcher de dormir, et je crois même de nous voir regretter que se termine l'heure de la sieste. C'est l'exposé couscous cassoulet, donc il faut les aider. Nous disposons de quelques minutes pour ceux qui voudraient réagir à chaud par des questions, des remarques sur l'exposé du frère Thierry Dominique. Frère Philippe Marie. Oui. Donc plutôt que de principes, on pourrait plutôt parler de principes, d'intuitions essentielles ou d'intuitions principales peut-être aussi. Quelles seraient-elles ? Alors, je ne me battrai pas sur le mot. J'ai remployé les mots de réemploi. C'est plutôt, quelle est leur fonction ? C'est-à-dire, est-ce qu'au fond, il s'agirait de ratisser plusieurs affirmations fondamentales, quelque chose comme ça ? Pourquoi pas ? Je crois qu'il faut que ça passe par là. Mais faut-il les isoler du texte ? C'est-à-dire, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, la grâce ne supprime pas la nature mais la rend parfaite, c'est cité un certain nombre de fois par Thomas, de manière assez importante. Mais enfin, bon, d'un autre côté, il l'aurait dit 2 fois moins, ça n'en jouerait pas moins un rôle capital. Donc, il y a les phrases énoncées et puis les moments où elles ne sont pas énoncées mais où elles sont actives. Tu vois ce que je veux dire, doctrinalement, en quelque sorte, parce que c'est vrai toujours, en quelque sorte. Donc, je ne sais pas, je crois qu'il faut refaire l'enquête à feu croisé, c'est-à-dire essayer de voir... J'ai coupé des paragraphes qui sont dans la version écrite. On va dire, les principes, c'est ceux d'Aristote. Ah oui, oui, le tout est plus grand que la partie. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça ? À part une dictature bananière, je ne vois pas très bien ce que vous allez faire du tout est plus grand que la partie. C'est le nombre de principes inutiles. Enfin, ce n'est pas cela qui marche.
tout simplement pour dire que c'est une proposition qui ne se démontre pas. Oui, d'accord, on a compris. Mais c'est-à-dire, quels sont les vrais principes, ceux qui sont supposés porter l'ensemble? Alors, les choses qui portent la doctrine, c'est ça qu'il faudrait trouver. Est-ce qu'il ne faut peut-être pas se tromper, il faut peut-être distinguer entre ces choses-là qui portent l'être des choses, et puis ce qui serait en fait des acceptions modernes dans nos têtes de principes de connaissance. Ce par quoi on connaît les choses, au fond, les choses dont on pourrait tout déduire. Et c'est là où il pourrait y avoir une erreur. Un peu comme le principe de contradiction que Thomas ne récuserait certainement pas, mais dont on ne peut rien déduire. C'est un chapeau qui ne contient aucun lapin. Il ne nous dit rien de la suite. Simplement, il accompagne tous les énoncés. Si vous avez des contradictions dans votre énoncé, vous n'avez rien dit. Et comme dit Aristote, quelqu'un qui ne dit rien est semblable à une plante verte. Donc, vous voyez, un principe n'est pas quelque chose dont on peut tout déduire, mais c'est quelque chose qu'on retrouve en quelque sorte inviscéré et qui féconde quelque chose. C'est peut-être ça qu'il faudrait retrouver. Je ne sais pas. Je pense qu'il y aurait vraiment un gros travail à faire. Il faut me souvenir que le père Montaigne parlait d'une axiomatique. Alors voilà, il appelait ça à l'époque l'axiomatique parce qu'il était dans l'attraction orbitale du cartésien de la Sorbonne de l'époque, à savoir Descartes dans l'ordre des raisons, Martial Guéroult, qui avait tendance pour Descartes, et là ça marchait pour Spinoza mais aussi pour d'autres, à tout mettre dans l'ordre, c'est-à-dire à sortir les principes dont on pouvait tout déduire, permettant de mettre tous les philosophes voyez, dans leur propre cuirasse. Et pour Descartes, c'est Alquier qui avait montré, mais non, Descartes évolue, il n'y a pas la même doctrine d'une œuvre à l'autre, et la vérité de Descartes, elle est là. Donc peut-être que la tentation du père Montaigne eût été alors de faire quelque chose d'un peu, paradoxalement, d'un peu trop rigide. Je pense que s'il avait vraiment travaillé, il ne l'aurait pas fait, mais je crois qu'il avait fait tout un fichier. Hein. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Donc, il ne faut peut-être pas en faire trop, parce que l'axiomatique, c'est quand même des principes de connaissance. Et s'agit-il de ça, ou de principes d'être ou de doctrine, qui ne seraient pas les mêmes chez les voisins, parce que, après tout, la grâce ne supprime pas la nature, mais la perfectionne. Je ne suis pas du tout sûr que les augustiniens, comme Duns Scotus ou autres, diraient la même chose. La nature est un obstacle à la grâce. Donc, vous voyez, cette proposition fondamentale, qui n'est jamais prouvée, est en fait une position de fond. Elle joue partout, et ce ne sera pas la même chez le voisin. Ce seraient des choses à chercher. Et là, je n'ai pas la solution. Parce que je crois que le mot principe est ambivalent. C'est comme ça que je te répondrai.